Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le magazine de la rédaction. 1 heure ensemble pour revivre l'actualité de cette semaine. Et l'actualité, ce sont bien sûr les attaques iraniennes contre Israël, la riposte israélienne, puis les frappes américaines menées en Iran. Des événements qui remettent sous les projecteurs la relation entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Longtemps présentés comme des alliés indéfectibles, les deux dirigeants avaient affiché une proximité sans précédent lors du premier mandat du président américain. Mais depuis son retour à la Maison-Blanche, plusieurs épisodes ont révélé des divergences inattendues. 5 février 2025, Benyamin Netanyahou est le premier leader à être reçu à la Maison-Blanche. Image forte qui témoigne de l'importance accordée par Donald Trump, à peine revenu au pouvoir, à Israël et son Premier ministre. L'entente semble parfaite. Le premier mandat de Donald Trump avait déjà été marqué par des gestes forts à l'égard d'Israël, reconnaissance de Jérusalem comme capitale, souveraineté israélienne sur le Golan ou encore les accords d'Abraham. Et dès les premiers jours du second mandat, Trump reprend la même ligne. Lever des restrictions sur certaines armes imposées par l'administration Biden, pression maximale sur le Hamas, libération des otages comme priorité absolue. Mais très vite, les premiers désaccords apparaissent. La deuxième visite de Benyamin Netanyahou à Washington est moins enthousiaste. Sur l'Iran, Trump surprend Israël en annonçant des discussions avec Téhéran. Sur Gaza, il veut la fin de la guerre. Le 13 juin 2025, Israël lance l'opération Éveil du Lion contre l'Iran. En coulisses, Washington autorise, accompagne, puis s'implique brièvement dans les frappes contre les sites nucléaires iraniens. Mais une fois la démonstration de force accomplie, le président américain appuie sur le frein et met fin à l'opération israélienne. Pour le Premier ministre Netanyahou, il s'agit d'une première limite imposée. Octobre 2025, nouveau tournant. Après 2 ans de guerre à Gaza, Donald Trump veut son accord. La libération des otages devient sa priorité absolue, le cessez-le-feu aussi. L'administration Trump entame alors un marathon diplomatique, avec à la clé la libération de tous les otages vivants, mais aussi le retrait partiel de l'armée israélienne et l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Là encore, le président américain soutient Israël, mais marque les limites. Début 2026, même logique sur le front iranien. Et le 28 février, l'opération israélo-américaine Rugissement du Lion est lancée. Washington assume une implication directe, mais après plus de 40 jours de frappe, Donald Trump siffle la fin de la partie. Le 8 avril, il annonce un cessez-le-feu et des négociations avec le régime iranien. Il oblige Israël à rappeler ses avions. Puis vient le Liban. Mais le régime iranien exige la fin des opérations israéliennes pour poursuivre les discussions avec Washington. Donald Trump annonce donc une trêve entre Israël et le Hezbollah, une annonce qui semble surprendre même le Premier ministre Netanyahou. En mai, le dossier libanais devient explosif. Face aux violations répétées du cessez-le-feu par le Hezbollah, Israël veut frapper plus fort et viser le quartier de la Daria à Beyrouth. C'est non pour Donald Trump. Et il le fait savoir à Benyamin Netanyahou. Au cours d'une conversation téléphonique, le président américain aurait hurlé « You're fucking crazy », tu es complètement fou. Les propos rapportés par la presse sont confirmés par Donald Trump lui-même. Le président américain reste un allié d'Israël, mais il est aussi devenu celui qui fixe les lignes rouges, impose les cessez-le-feu et rappelle à Benyamin Netanyahou que le soutien américain a désormais un prix, l'obéissance au calendrier de Washington. On poursuit avec une petite séance de rattrapage pour celles et ceux qui auraient manqué le dossier de la semaine de la grande édition. Un dossier qui s'intéresse aux puces électroniques. C'est le secret le mieux gardé de la guerre froide technologique que se livrent les États-Unis et la Chine. Washington a discrètement activé des restrictions d'un nouveau genre sur les puces d'intelligence artificielle les plus puissantes de la planète. Sa cible, les pays du Golfe. Quel est ce karma de l'histoire qui voit le silicium remplacer le pétrole comme arme de chantage politique ? Enquête avec Déborah Benayoun. C'est une guerre invisible où les barils de brut ont été remplacés par des micro-composants gravés au nanomètre. Les États-Unis ont mis en place une série de sanctions pour restreindre l'accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés. Objectif, empêcher les entreprises chinoises d'acquérir des puces électroniques de pointe et des équipements de fabrication indispensables au développement de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique. Officiellement, Washington craint que ces processeurs ultra puissants ne soient loués ou réexportés via le cloud vers des laboratoires militaires à Pékin. Le message est clair, impossible de posséder la tech américaine si l'on flirte avec la Chine. En 1973, les pays arabes utilisaient le pétrole comme arme géopolitique pour faire plier l'Occident.
Aujourd'hui, en 2026, ce sont les États-Unis qui utilisent l'accès aux puces IA comme levier stratégique face à Riyad et Abu Dhabi. De son côté, Pékin investit massivement dans la recherche et le développement pour parvenir à une indépendance technologique totale. Malgré les restrictions américaines, des géants chinois comme Huawei ont réussi à développer des processeurs avancés et des modèles d'IA souverains. Et au milieu de ce grand bras de fer, un acteur régional observe et tire son épingle du jeu, Israël. Alors que le Golfe subit les restrictions, Jérusalem, véritable cerveau de la tech mondiale, reste le partenaire privilégié. Les puces de demain sont conçues dans les centres de R&D d'Intel ou de Nvidia à Haïfa ou Tel Aviv. Conséquence, le partenariat stratégique de premier plan entre Washington et Jérusalem fait d'Israël l'un des coffres-forts technologiques de l'oncle Sam dans la région. Pour les monarchies du Golfe, l'enjeu n'est pas négligeable. Dépendre des Américains pour l'énergie de demain est devenu un risque stratégique majeur. La course pour contourner le blocus est lancée. On tente de saisir à présent l'importance du Moyen-Orient dans cette nouvelle bataille des géants autour des puces électroniques. Bienvenue dans l'ère des usines du 21e siècle. Au cœur du désert d'Arabie, des infrastructures pharaoniques sortent de terre pour abriter des millions de processeurs. Mais comment faire tourner des supercalculateurs qui chauffent à blanc sous le climat le plus aride du globe ? Et quel rôle joue la technologie israélienne de refroidissement dans ce défi extrême ? Visite guidée avec Déborah Benayoun. Ce ne sont plus des raffineries de pétrole qui redessinent le désert, mais des bâtiments ultra sécurisés, les data centers. À Riyad comme à Abu Dhabi, les stratégies de diversification économique se déclinent désormais en puissance de calcul. L'implantation de data centers dans le désert répond à une logique d'optimisation et d'expansion massive. Les investissements se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. Un défi se pose néanmoins. Comment maintenir ces infrastructures critiques à des températures stables d'une vingtaine de degrés, alors qu'à l'extérieur, on dépasse les 45 degrés ? Pour y parvenir, une énergie considérable est nécessaire. Un paradoxe pour des États qui cherchent précisément à réduire leur dépendance aux hydrocarbures. Pour y faire face, certains projets de data centers sont couplés à des fermes solaires géantes ou, aux Émirats arabes unis, à l'électricité produite par la centrale nucléaire de Baraka. Autre levier stratégique, le refroidissement. Dans ce domaine, Israël s'impose comme l'un des pôles d'innovation. Certaines entreprises développent des technologies de pointe qui attirent des investisseurs étrangers majeurs. Des pépites comme Zutacor, basée à Sderot, dans le sud du pays, ont levé 100 millions de dollars pour industrialiser leurs technologies brevetées. Malgré des relations encore sensibles, certaines de ces innovations circulent dans la région via des partenariats internationaux ou des structures intermédiaires, illustrant une interdépendance technologique croissante. La ruée vers le silicium redessine la géographie économique du Moyen-Orient. Le désert devient progressivement une infrastructure stratégique au cœur de l'économie numérique régionale. J-4 avant l'ouverture du salon Eurosatory en France. Cette année, les autorités françaises ont finalement confirmé que les sociétés israéliennes pourraient exposer leurs technologies aux côtés de plus de 2000 exposants venus de 65 pays. Ils présenteront leurs dernières innovations dans les domaines des drones, de la défense aérienne, des systèmes antimissiles et des capacités de combat terrestre. Regardez. Les industriels israéliens de la défense seront bien présents à Eurosatory 2026. De défense donc et pas d'attaque, pas de pavillon national non plus ni de représentants officiels. Les entreprises israéliennes exposeront en leur nom et non au nom de l'industrie de défense Made in Israel. L'édition précédente d'Eurosatory avait été marquée par une vive polémique. En 2024, le gouvernement français avait tenté d'empêcher la participation des entreprises israéliennes, invoquant le contexte de la guerre à Gaza. Quelques mois plus tard, le salon du Bourget 2025 avait à son tour été marqué par une polémique avec la fermeture de plusieurs stands israéliens. Un épisode qui avait de nouveau tendu les relations entre Paris et Jérusalem. Mais face à la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la montée des dépenses militaires en Europe, les technologies israéliennes suscitent un intérêt croissant concernant les capacités de défense antiaérienne et antimissiles. L'industrie israélienne de la défense a enregistré un nouveau record à l'exportation avec près de 20 milliards de dollars de contrats signés en 2025. Une performance qui témoigne de l'intérêt croissant de nombreux pays pour des technologies israéliennes éprouvées en conditions opérationnelles. Si la plupart des entreprises israéliennes ont décidé de changer de stratégie et se tourner vers des marchés plus porteurs, où elles peuvent exposer l'intégralité de leur savoir-faire, certaines ont conscience que leur expertise en matière de solutions de défense peut leur permettre d'obtenir une visibilité au salon Eurosatory.
Des solutions testées pour la plupart sur le terrain et en temps réel. Le salon se tiendra du 15 au 19 juin. En déplacement en Israël, le député socialiste de l'Essonne et candidat à l'élection présidentielle, Jérôme Guedj, était l'invité d'i24 News. Il avait rompu avec la France insoumise depuis le 7 octobre et il a réaffirmé son attachement à la solution à deux États, tout en défendant le droit à la sécurité d'Israël et en appelant à une solution politique durable. Il est également revenu sur les fractures au sein de la gauche française et sur ses divergences avec Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Alors, vous avez participé, m'a-t-on dit hier soir, à un séminaire, un webinaire, Israël-Palestine, fracture dans la gauche française. De quoi était-il question ? Il était question de ce qui a en partie motivé mon déplacement ici, parce qu'évidemment, la situation d'Israël, du Moyen-Orient, des territoires palestiniens, de la Palestine, est un sujet régalien, essentiel pour le futur président de la République. Il aura à le traiter. J'étais la semaine dernière en Finlande et en Estonie sur une autre problématique essentielle qui est la sécurité face aux Russes et la mobilisation des forces de l'OTAN. Donc ça, c'est un sujet de compétence présidentielle. Mais pour être honnête, c'est aussi un sujet qui fracture la gauche et moi je veux incarner une gauche républicaine, une gauche digne et une gauche crédible, là où malheureusement une partie de la gauche s'est abîmée dans une fuite en avant qui ne cherche plus à construire des solutions de paix, des solutions constructives, qui cherche plus à construire le nécessaire compromis, mais qui veut opter pour des positions campistes. Voilà, moi je suis fidèle à la position de la gauche française, celle que François Mitterrand a défendue à la Knesset en 1982, qui est celle de la solution à deux États. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça ne se fera pas demain matin, mais il faut offrir cette perspective parce que sans perspective raisonnable, alors la résignation, l'abandon, le désarroi et la colère vont prendre le dessus. Et dans le webinaire qui a été organisé par l'association Shalom Salam Jaffa, l'idée était de pouvoir échanger avec des représentants de la gauche israélienne, il y avait Shana Orlik, avec d'autres représentants de la gauche française, avec la sociologue franco-israélienne Eva Illouz, justement sur d'où vient cette ligne de fracture. Et je pense qu'il faut rétablir ce que moi j'appelle le courage de la nuance, ne pas céder aux passions tristes et aux pulsions les plus réductrices et essayer de faire le pari de l'intelligence. Encore une fois, même si c'est compliqué, même si c'est dur, et c'est le sens de mon déplacement pendant toute cette semaine en Israël et en Palestine. Je le sais en le disant ici que c'est parfois des positions qui ne sont pas comprises, y compris celles de la France, mais je pense qu'il faut faire entendre cette voix singulière. Alors justement, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui, cette gauche qui a le courage de la nuance, comme vous dites ? On a vu le meeting, entre autres, samedi, de Jean-Luc Mélenchon, ambiance assez particulière. Il a notamment dédié son meeting au peuple palestinien. Est-ce que si vous aviez été présent, voilà, on voit les images, vous auriez pu être hué, insulté, alors que vous défendez cet équilibre ? Vous dites que vous êtes sioniste et pro-palestinien. C'est un petit peu la quadrature du cercle. J'aurais probablement été sifflé dans ce meeting-là, comme je l'ai été dans certains rassemblements de la gauche, parce que la position de nuance que je veux incarner m'a valu à certains endroits d'être traité de sale sioniste dégage. Comme à d'autres endroits, de sale gauchiste, tu ne défends pas assez Israël. J'essaye, encore une fois, d'avoir cette position la plus équilibrée et la plus responsable. Jean-Luc Mélenchon a dédié son meeting aux Palestiniens. Moi, je l'aurais dédié à la paix. Voilà, parce que on peut pas construire l'une sans associer l'ensemble des protagonistes. Et donc, il faut nécessairement sortir de cette logique de stigmatisation, de dénigrement systématique d'Israël. Je le dis, et c'est aussi le sens de mon déplacement, opposé à la politique menée par Benyamin Netanyahou. Ça ne me fait pas que des amis en Israël, mais c'est le débat démocratique. Il y a des Israéliens qui sont pour Netanyahou et d'autres qui sont contre. Mais moi, je ne confonds pas mon opposition résolue, radicale au gouvernement de Benyamin Netanyahou au soutien qu'il faut apporter au droit à la sécurité d'Israël. Ce matin, comme beaucoup d'Israéliens, j'ai été réveillé par les alarmes et j'ai passé une partie de la matinée dans le Meklat à Tel Aviv. Et donc, le droit à la sécurité d'Israël, ce n'est pas négociable. Mais comme beaucoup de grands hommes d'État israéliens, je pense que la sécurité d'Israël passera immanquablement par la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Palestiniens. C'est un chemin compliqué, il faut faire entendre cette voix, il y a besoin de maintenir cette bougie allumée parce que sinon, moi j'entends beaucoup, y compris chez des amis israéliens et chez des amis de la gauche israélienne, un sentiment d'abandon, de désarroi, de résignation, et il faut tordre le cou à cela. Et en deux mots, sans insister trop là-dessus, mais avec le recul, vous regrettez ces alliances passées avec Jean-Luc Mélenchon, avec les Insoumis ?
Écoutez, je l'ai faite en 2022. Je l'ai faite en 2022 et j'ai été le premier à la contester dès le 8 octobre, au lendemain du 7 octobre et après les déclarations de la France insoumise. J'ai dit la NUPES, c'est fini. Et à la dissolution qui a suivi en juillet 2024, je suis un des rares socialistes à avoir fait ce choix. J'ai refusé d'être candidat sous l'étiquette du Nouveau Front Populaire. J'ai pris un risque, j'ai eu une candidature face à moi. Donc, j'ai fait un choix à un moment donné, c'était une erreur, je le reconnais. Et aujourd'hui, je me bats par-dessus tout en France pour que la gauche républicaine soit incarnée justement par ce que je porte, ce que d'autres le portent aussi, Raphaël Glucksmann ou d'autres. Parce que si cet espace n'est pas vivant, alors on se retrouvera avec un deuxième tour entre l'extrême droite et Jean-Luc Mélenchon. Et comme je combats aussi prioritairement l'extrême droite en France, je ne veux pas que ce tapis rouge leur soit déroulé. Alors, mais si on veut un petit peu apaiser les esprits en France, quand on voit à quel point Israël est diabolisé aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de revenir d'Israël, de dire en France, ben voilà, j'ai visité un pays, c'est pas l'apartheid. On voit qu'il y a des députés arabes à la Knesset qui sont d'ailleurs certains ouvertement antisionistes. On voit qu'il y a des médecins, des pharmaciens, des avocats, des juges qui sont arabes en Israël. Est-ce que c'est difficile de porter ce message aujourd'hui? En tous les cas, c'est celui que je veux porter. Je vais dire cela à chaque fois que je reviens, de la même manière que je vais dire ce que j'ai vu cet après-midi. J'étais en Cisjordanie, au sud d'Hébron, et franchement, j'ai vu le harcèlement de colons israéliens, la complaisance de l'armée et de la police qui ne protègent pas des paysans palestiniens, et donc la colonisation en Cisjordanie, c'est l'adversaire premier de la solution pacifique que j'appelle de mes voeux. Donc c'est ça la position équilibrée que je vais avoir, qui est de dire Israël n'est pas l'État nazifié que certains veulent décrire et qu'il a le droit à sa sécurité et le droit à son existence. Et par contre, on ne peut pas avoir cette fuite en avant sécuritaire, ce refus, parfois cette déshumanisation, cette invisibilisation du sort des Palestiniens, parce qu'il en va à la fois de l'âme d'Israël et il en va de sa propre sécurité. Autre invité sur notre antenne cette semaine, Rawan Osman, né à Damas et élevé au Liban. Son parcours si singulier l'a conduite à briser de nombreux tabous. Au fil des années, elle a progressivement déconstruit le récit dans lequel elle avait été élevée, jusqu'à devenir l'une des voix les plus connues du monde arabe en faveur du dialogue avec Israël. Elle était l'invitée de l'émission Regard croisés cette semaine. Alors je vous avoue, Rawan, qu'on a eu beaucoup de mal à choisir les extraits tellement il y en a, et votre manière d'apporter justement cette vision de l'intérieur d'Israël. Vous connaissez bien Israël maintenant. D'abord, expliquez-nous quel a été le déclic pour vous de passer de quelqu'un qui a été élevé finalement dans la haine d'Israël à quelqu'un qui aujourd'hui défend Israël. Alors d'abord, je vous dis que j'ai presque oublié tout mon français. Je vais essayer. C'était tout simplement le fait que j'ai vécu en France entre des Juifs et j'ai compris qu'ils ne sont pas nécessairement mes ennemis. J'ai dû me demander pourquoi est-ce qu'on déteste tous les Juifs. Nous n'avons jamais, surtout au Liban et en Syrie, j'ai jamais rencontré des Juifs. J'ai jamais rencontré des Israéliens. D'ailleurs, nous n'avons pas le droit de parler avec les Israéliens. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi ? Quelle est l'origine de cette haine? Et dès que j'ai vécu entre des Juifs à Strasbourg, en France, j'ai compris que tout ce qu'on m'a appris depuis mon enfance était incomplet ou bien faux. Et ça a changé ma perception et ça a duré un nombre d'années. C'est pas quelque chose, c'est pas une transformation dans un seul jour. J'ai dû lire, j'ai dû recomprendre pourquoi est-ce qu'on m'a appris à détester les Juifs. Lors de votre intervention à l'ONU, dont on a entendu un extrait, vous avez affirmé qu'Israël n'est pas le problème et vous avez appelé plusieurs pays arabo-musulmans à regarder leurs propres responsabilités. Pourquoi est-ce que ce discours ne passe pas forcément bien, ni auprès des pays arabes, mais pas non plus auprès de la population occidentale aujourd'hui? Je ne comprends pas. Moi, je viens du Moyen-Orient et je dis, comme beaucoup de gens, de musulmans, chrétiens de notre région, qui disent « nous avons marre de nos propres régimes ». Ce n'est pas Israël qui est la cause de tous nos problèmes. Peut-être que les Palestiniens souffrent à cause d'Israël, mais ça n'a rien à faire
avec la Syrie, l'Irak, le Liban, etc. Pourquoi est-ce que les gens ne nous écoutent pas? Je n'ai aucune idée, mais je comprends le 7 octobre qu'ils ne veulent pas nous écouter. Ce n'est pas seulement des gens, des Arabes, des musulmans qui supportent les Palestiniens, qui détestent Israël. Il y a des dizaines de millions autour du monde qui sont tout simplement antisémites. On voit maintenant un cri de désespoir. Ce sont des Iraniens qui supplient le monde de les aider pour se débarrasser de leur propre régime. Et nous devons les écouter. D'ailleurs, même en Allemagne, il y avait une jeune dame, il y a 3-4 semaines, qui a eu une balle dans son œil. Et il y avait 2 Allemands, une fille et un garçon, qui avaient... on dirait qu'ils étaient musulmans arabes. Non, ils étaient allemands. Et ils ont dit à cette fille qu'elle devait être aveuglée par ce régime parce qu'elle lutte contre Khamenei. Mais ils sont fous. C'est pas... Moi, je dis malade, maintenant je dis fou, parce que vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Elle est une victime de violence de ce régime. Ils sont des dictateurs et les jeunes Européens les soutiennent. Dans la grande édition, David Neyman a reçu Amin Drissi Boutaibi, président et fondateur de Pink Darbouch et conseiller stratégique du corridor Maroc-Israël. De retour d'un voyage en Israël, cet entrepreneur marocain avait partagé l'émotion ressentie et les liens qu'il juge naturels entre les deux pays, nourris notamment par plus de 2 millénaires d'histoire du judaïsme marocain. À travers son engagement associatif, il œuvre à la transmission de cet héritage et à la promotion de la culture hébraïque comme composante à part entière de l'identité marocaine. Bonsoir Amin Drissi Boutaibi, merci à vous d'être avec nous en direct du Maroc. Vous êtes le président fondateur de l'association Pink Darbouch et conseiller stratégique du corridor Maroc-Israël. Quelques mots d'abord, si vous voulez bien, sur votre voyage très récent, m'a-t-on dit, en Israël. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ces jours-ci? Écoutez, déjà, première chose, c'est la 4e fois que je viens en Israël. Ce n'est pas la première fois. J'étais là pour, en quelque sorte, représenter le Maroc de manière officieuse à un festival au nord d'Israël, à Migdal Haemek, une petite commune très très marocaine, avec une empreinte marocaine bien du Maroc, qu'on sent, qu'on voit absolument partout. Et donc voilà, c'est la principale mission qui m'a amené en Israël cette fois. Et la deuxième chose, c'est que j'ai quand même fait beaucoup de tours autour d'Israël. Je suis parti jusqu'à Netivot, à Ashdod, pour continuer sur la même trame de la marocanité en Israël. Migdal Haemek, donc c'est en nord, en Galilée. Situation compliquée quand même d'un point de vue sécuritaire et géopolitique. Vous l'avez ressenti ça, vous, ici? Alors, pas vraiment. Mon avion a décollé et l'Iran a attaqué Israël. Donc, je n'ai absolument rien senti. C'était relativement paisible. Voilà. J'ai rien ressenti. Je n'ai pas ressenti de tension. C'était vraiment que de la joie et de la bonne humeur, pour être totalement transparent. Alors, c'est ça. Vous êtes très attaché à la culture juive marocaine. Qu'est-ce qui relie pour vous profondément ces deux pays à travers cette culture? Alors, évidemment, c'est le judaïsme marocain, qui est trois fois qui a 2400 ans pour être très très précis. C'est le judaïsme marocain, c'est le rite marocain. Et donc, forcément, la relation entre Israël et le Maroc ne peut être que naturelle à travers le lien qui est le judaïsme marocain. Alors malgré tout, on voit qu'Israël, c'est un sujet qui divise forcément aussi au Maroc. On est ou bien pour ou bien contre. Il n'y a pas vraiment de juste au milieu encore aujourd'hui? Oui, effectivement. Il y a quand même une partie de la population qui ne souhaite pas se prononcer, mais on ne sait pas vraiment s'ils sont pour ou contre, parce qu'évidemment, les gens ont peur de se prononcer sur ce sujet-là. Ça reste un sujet polarisant, ça reste un sujet très compliqué. On sait que notre intérêt, beaucoup de gens savent que notre intérêt est d'être... d'avoir de bonnes relations avec Israël, parce que évidemment
Il y a la technologie israélienne qu'on souhaite avoir de plus en plus au Maroc. Il y a les défis militaires. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont anti-normalisation. Je dirais pas anti-Israël, mais plutôt anti-normalisation. Ouais, vous les invitez à venir ici en Israël ? Absolument. J'invite tous les Marocains à venir en Israël pour voir de leurs propres yeux qu'il y a une part absolument incroyable du Maroc en Israël, qu'il y a la patte marocaine absolument partout. Et ça ne peut que, en tout cas, faire pivoter la France qui n'est pas encore sûre et certaine de cette normalisation. On marque une courte page de pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de votre émission. Comme chaque semaine, on parlera d'innovation, mais aussi de médecine et de santé mentale avec un reportage exclusif sur le sujet. Restez avec nous. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Les salades sont ici, brocoli... Bonjour, pardon. Excusez-moi. Vous n'étiez pas au courant ? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec Internet garantie, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir, c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Otzar HaTorah rayonne désormais aussi en Israël. Otzar HaTorah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia ? Félicitations. Vous avez un téléphone ? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous.
partie de votre émission. Merci d'être resté avec nous. Direction à présent la Startup Nation, où 2 entreprises israéliennes se penchent sur l'avenir du café et du chocolat. Face aux effets du réchauffement climatique qui menacent les cultures de cacao et de café à travers le monde, elles développent des alternatives plus durables avec une ambition, préserver le goût tout en répondant aux défis de demain. Émilie Frances de la chaîne anglophone d'i24 News est allée à leur rencontre. Would you like a chocolate? Oh, thank you. 9 personnes sur 10 dans le monde raffolent du chocolat. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Cependant, le cacao est menacé d'extinction. D'ici 2050, plus de 50% des terres cultivées en cacao ne seront plus adaptées à sa production en raison du changement climatique. Bien que cette fève, vieille de 5000 ans, soit originaire de la forêt amazonienne, où les tribus la surnommaient la nourriture des dieux, l'Afrique de l'Ouest produit aujourd'hui environ 80% de l'approvisionnement mondial. Mais alors que les forêts tropicales s'assèchent à un rythme alarmant, le long et coûteux parcours de transport et de transformation du cacao laisse un goût amer aux consommateurs. Le problème vient de la façon dont le cacao est cultivé aujourd'hui. Lors de sa transformation, beaucoup de ses propriétés sont diluées. Il perd une grande partie de ses composés bioactifs. La start-up israélienne innovante Kokomoto tente de réinventer la production de cacao tout en séduisant nos papilles. Au lieu de faire pousser un cacaoyer pendant 6 ou 7 ans dans la nature pour n'utiliser que ses fèves, nous disons qu'il n'est plus nécessaire de procéder ainsi. Nous pouvons produire localement en cultivant la plante n'importe où dans le monde, en dehors de la zone équatoriale et à proximité d'usines déjà existantes. Pluri possède l'une des plus grandes plateformes au monde pour la multiplication cellulaire. Nous savons comment faire proliférer les cellules à grande échelle. Ici, dans l'entreprise biotechnologique Pluri, basée à Haïfa, ces biocréateurs reproduisent les conditions environnementales de la nature. Comme un cours de science. Nous plaçons les cellules dans cette cuve. Vous voyez ces supports à l'intérieur. Elles baignent dans un milieu nutritif. C'est la nourriture dont les cellules ont besoin pour se développer, comme nous avons besoin de manger. Le même principe s'applique au café. Coffeesci est une autre start-up qui utilise cette technologie brevetée de multiplication cellulaire pour prendre le relais là où la nature a atteint ses limites. Notre procédé est beaucoup plus durable que l'agriculture traditionnelle qui nécessite énormément d'eau. Chaque expresso que vous buvez requiert environ 140 litres d'eau. Ce que nous développons, c'est une solution permettant de produire du café en contournant tous ces défis. Le processus actuel, long et énergivore, pèse également de plus en plus lourd sur nos portefeuilles. La demande mondiale de café continue d'augmenter, tandis que du côté de l'offre, les difficultés ne cessent de s'aggraver. La demande monte, l'offre baisse. Le café est une matière première cotée en bourse. Au cours des 5 dernières années, nous avons constaté une forte hausse des prix ainsi qu'une grande volatilité. Désormais, nos tasses pourraient être remplies à nouveau toutes les 3 semaines. Avec un seul système, en un an, nous sommes capables de produire l'équivalent de ce que donnent 2,5 millions de plantes de café. Voici notre produit, un café déshydraté issu de cellules cultivées. Ce que vous voyez ici, c'est une poudre. Les cafés torréfiés et préparés par Coffeesci semblent déjà convaincre les amateurs. La preuve se trouve dans la tasse. L'odeur est différente. Plus douce, plus sucrée, non? Mon nez fonctionne encore. Et ce n'est pas tout. Cette technologie contribue également à réduire l'empreinte carbone de notre planète. L'une des questions que l'on nous pose souvent est « Votre technologie va-t-elle remplacer les plantations de café traditionnelles, les agriculteurs et l'agriculture ?» La réponse est absolument non. Focus à présent sur l'entreprise technologique dont tout le monde parle, Nvidia. Si le géant américain n'est pas israélien, il occupe aujourd'hui une place majeure dans l'écosystème de la high-tech locale, au point d'être l'un des employeurs les plus attractifs du secteur en Israël. Selon le classement en 2025 de Dun & Bradstreet, Nvidia figure d'ailleurs parmi les entreprises technologiques les plus prisées par les salariés israéliens.
Mais comment expliquer un tel engouement? Les explications d'Océane Nicole. C'est la référence mondiale dans les cartes graphiques, ces fameuses puces qui sont à elles seules l'élément clé des ordinateurs. À l'origine de Nvidia, 3 ingénieurs américains, leur point commun être passionnés d'informatique et de microsystèmes. Résultat, en 1993, ils créent ensemble leur entreprise sur la vision que le processus graphique deviendra essentiel pour les jeux vidéo et pour d'autres applications informatiques. Nvidia conçoit et dessine les circuits de ces puces mais ne les fabrique pas. Tout se fait via des sociétés de semi-conducteurs basées notamment à Taïwan. 32 ans plus tard, les cartes graphiques sont utilisées partout et l'entreprise américaine est leader dans ce domaine. Mais Nvidia a aussi élargi l'utilisation des puces sur d'autres marchés, notamment l'intelligence artificielle. Résultat, le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé d'environ 10 milliards de dollars en 2020 à plus de 130 milliards en 2025. En janvier dernier, Nvidia est entrée dans le top 10 des marques les plus valorisées au monde. La société est désormais valorisée à 88 milliards de dollars, devançant Facebook. Nvidia est présente dans plus de 50 pays dans le monde. En Israël, l'entreprise américaine emploie plus de 5000 personnes dans plusieurs villes du pays, ce qui en fait l'un des plus gros employeurs d'Israël. Nvidia est même, avec Microsoft, l'entreprise technologique préférée par la population active israélienne. On en vient à cet exploit médical inédit réalisé en Israël. Pour la première fois au monde, des médecins du centre pédiatrique Schneider sont parvenus à traiter un nourrisson atteint d'une maladie génétique cérébrale mortelle en injectant directement un gène sain dans son cerveau. Une intervention d'une extrême complexité rendue possible grâce à une coopération médicale sans précédent. Âgé de 8 mois seulement, le petit patient a pu regagner son domicile. Une avancée majeure qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de la médecine génétique personnalisée. Le professeur Cyril Cohen va nous aider ce soir. Bonsoir et merci. On rappelle, vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie et doyen de la faculté des sciences de la vie à l'université Bar-Ilan. Alors, question mode d'emploi d'abord, en vous mettant peut-être à notre niveau, en vulgarisant autant que possible. En quoi cette thérapie génique, elle constitue une première mondiale qui pourrait, pourquoi pas, être rapidement généralisée sous forme de traitement? Pourquoi pas? Je pense que, bonsoir David, tout d'abord, la première mondiale, c'est pas simplement qu'on a utilisé une thérapie génique, parce que des thérapies géniques, elles existent déjà. Mais je crois que la nouveauté ici, et ce qui est important de préciser, c'est que c'est la première administration chez un nourrisson d'une thérapie de remplacement justement de ce gène, le gène W ou WVOX, qui est vraiment dans le cerveau responsable de crises épileptiques, etc., etc. C'est une maladie qui est vraiment, comme vous l'avez dit, très rare, mais aussi très dangereuse et souvent mortelle. Donc à ce niveau-là, on peut parler d'une première mondiale parce que c'est la première fois qu'on injecte un gène comme cela à cet endroit-là pour traiter cette maladie. Et donc là, on maîtrise la méthode, ça veut dire qu'on pourrait la standardiser, si on peut dire ça comme ça, à ce niveau-là, ou pas encore? Je dirais qu'il faut attendre. Pour l'instant, la condition du bébé est stable. C'est une première. La condition du bébé est stable. Il faut voir après, mis à part sa condition, est-ce qu'effectivement il y a un effet bénéfique à cette thérapie? Mais il y a beaucoup d'enthousiasme à ce niveau-là parce qu'on sait aujourd'hui mieux maîtriser dans le monde de la thérapie génique et aussi en Israël, on sait mieux maîtriser d'une part ces remplacements de gènes et de deux, la méthode pour administrer cela en ayant un maximum d'efficacité. Ouais, alors c'est vrai qu'on est encore, on le comprend, au stade de l'expérience, on avance forcément dans l'inconnu plus ou moins. Est-ce qu'il y a des risques médicaux à court, moyen, long terme pour ce nourrisson? Bien sûr, il y a toujours, il y a toujours malheureusement des risques. Que ce soit par l'administration, mais bon là, tout a été bien reçu. Donc au niveau de l'inflammation ou de l'infection, apparemment, on est dans une bonne situation. Mais la chose après, il faut voir effectivement l'influence de ce gène. Et une fois de plus, on estime que au niveau du remplacement de ce gène, on pourra avoir des effets positifs, mais c'est encore un petit peu tôt pour le confirmer. Alors justement, une telle intervention qui est précoce, 8 mois on rappelle le nourrisson, ça induit peut-être des défis d'ordre éthique cette fois-ci? Oui, énormément, parce que l'éthique, elle consiste pas seulement à dire attention au risque. Il faut aussi demander si c'est acceptable de prendre ce risque. Est-ce que, par exemple, les parents
sont conscients, est-ce qu'il y a une alternative qu'on aurait pu utiliser, mis à part cette thérapie? Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas d'alternative, c'est une maladie qui est incurable. Donc il y a toujours un risque dans toute procédure médicale, mais à un moment ou à un autre, il faut peser le pour et le contre, et c'est ce qui a été fait dans ce cas-là. D'ailleurs, hasard ou pas du calendrier, hier on a appris qu'une étude menée sur 20 ans quand même, sur justement la recherche génétique, a montré que le clonage de mammifères, ça présente quand même des risques importants pour la santé. Est-ce que tout ça mis ensemble, ça veut dire que il faudrait garder un petit peu d'humilité pour la suite sur tout ce qui est génétique, génique? Je dirais pas encore, je dirais toujours. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, on a fait beaucoup d'avancées, on fait toujours des avancées. Et nous-mêmes, dans notre laboratoire, on fait justement des traitements de reprogrammation génétique du système immunitaire des patients. Et si on ne prenait pas, entre guillemets, ces risques, on ne serait pas là, je dirais, nous et les autres équipes, à guérir des gens de certains cancers qui sont très difficiles. Donc, il y a toujours une part de risque, mais il faut aussi penser à l'alternative. Et souvent, quand l'alternative, comme je disais il y a quelques secondes, c'est le fait qu'une maladie est incurable, on demande toujours aux patients son avis, et ça, c'est le plus important. Évidemment, on parle d'une étude japonaise, je précise. Dernière question, professeur Cohen. Israël prend une avance quand même durable, là, cette fois-ci, dans le domaine de la thérapie génique. Israël, c'est vraiment l'avant-garde aujourd'hui avec d'autres pays, évidemment, mais quand même, fierté nationale. Non. Sans aucun doute, Israël montre ici une capacité remarquable, je dirais, de thérapie génétique, passer d'une découverte fondamentale, c'est ce qui est très important, une intervention clinique très spécialisée. Ça, c'est une chose qu'on peut faire en Israël, je dirais, assez rapidement, comparé à d'autres pays. Et ça, justement, la semaine dernière, nous avions un congrès sur la thérapie génique à l'hôpital Tel HaShomer où on a discuté cela. Et je me suis entretenu avec des homologues américains et européens qui nous disaient qu'en Israël, quelquefois, il est beaucoup plus simple de faire avancer ce type de thérapie parce qu'il y a une certaine compréhension de la nécessité de ce type de thérapie. Donc oui, Israël est d'avant-garde. Depuis toujours, la société israélienne est confrontée à des traumatismes majeurs liés aux guerres, aux attentats et aux différentes crises qu'elle a traversées. Une réalité qui s'est encore intensifiée depuis les attaques du 7 octobre 2023 et leurs conséquences. 2 ans et demi plus tard, comment les professionnels de la santé mentale font-ils face à cette situation? Quels sont les besoins des patients, adultes comme enfants, et quelles réponses leur sont apportées? Déborah Benayoun a rencontré des médecins spécialisés ainsi que des patients. Un reportage avec les images de Daniel Bock. Laurine Benlolo est la maman d'Arel, âgée de 9 ans aujourd'hui. Après le 7 octobre 2023, elle constate un changement de comportement chez son petit garçon. Je ne le reconnais plus. Je vois beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, beaucoup de peur. Et je ne sais pas du tout quoi faire jusqu'au moment où je vois qu'il commence à se taper. Lui-même, taper la tête contre le sol, avec sa main. Et donc là, je me dis, ça y est, stop, il faut vraiment faire quelque chose, il faut que je l'aide, il faut que je trouve un moyen pour l'aider. Arel fait partie des nombreux cas de traumatisme de guerre survenus après les massacres commis par le Hamas, dans un pays déjà éprouvé psychologiquement par les précédentes guerres, mais aussi par l'épidémie de Covid-19. Ces 2 dernières années, la demande de prise en charge en santé mentale a augmenté de 240% en Israël. Rien que dans le service de santé mentale Clalit, nous avons observé près de 30 000 nouveaux diagnostics de troubles de stress post-traumatique. Clalit est l'une des plus grandes caisses de santé du pays. Cela représente environ la moitié du nombre total de nouveaux patients souffrant de post-trauma dans le système, estimé à environ 60 000 à l'échelle nationale. Un phénomène qui concerne autant les enfants que les adultes. D'abord, il y a beaucoup plus de patients et beaucoup plus de familles qui ont besoin d'aide. Les cas sont aussi devenus beaucoup plus complexes à la fois en termes de psychopathologie et de situation sociale. Et la troisième chose, c'est que lorsqu'un enfant arrive chez nous, il a en réalité de nombreux problèmes, pas un seul problème. Nous recevons les cas les plus difficiles. Désormais, le problème est devenu communautaire. Nous parlons de communautés entières affectées par un événement central ou plusieurs événements majeurs. Ainsi, les voisins se retrouvent dans la même clinique et s'y croisent, tout comme des membres d'une même famille. Parmi les moments les plus éprouvants, l'attaque de Majd al-Shams en juillet 2024 lorsqu'une roquette du Hezbollah tue 12 enfants et adolescents pendant qu'ils jouaient au football un samedi après-midi. Dans ce cas, il faut accompagner les parents qui viennent de perdre leurs enfants dans des circonstances terribles, mais aussi ceux qui ont survécu. Parmi eux, un jeune garçon qui a été blessé mais qui se sentait responsable de la mort d'un de ses amis. On a essayé de faire une intervention pour
pour lui aider de voir les bonnes choses qu'il a aussi bien fait parce qu'il a oublié ça. Alors il a raconté, c'était très 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 touchant. Il a raconté qu'il n'a pas pu aider son ami parce qu'il a aidé un autre. Alors on lui a dit, tu n'as pas 4 jambes et 4 mains, tu ne peux pas tirer plein, mais tu as aidé un quand même, mieux que rien. Et il a un peu vu le positif. Pour faire face à ces situations de détresse, notamment chez les enfants et adolescents, les options sont heureusement nombreuses. À l'hôpital Géa, situé en banlieue de Tel Aviv, les jeunes patients peuvent notamment se ressourcer auprès des animaux. Les aides, c'est le contact avec l'animal qui les aide ? Le contact et la prise en charge des animaux et les voir comme un être ils prennent soin de l'animal, en fait. Voilà, de prendre soin d'eux et de faire des contacts et de les aimer. Donc c'est apaisant, ça les apaise en fait. D'autres méthodes ont aussi montré leur efficacité. Lorsque nous avons rencontré ces problèmes pendant la pandémie de Covid-19, nous avons compris que nous devions faire quelque chose de différent. Nous avons commencé à travailler davantage avec des thérapies de groupe pour les enfants et surtout pour les parents. Nous avons compris que traiter les enfants est important, mais qu'il est encore plus important de traiter les parents, de les renforcer, de leur donner de meilleurs repères et de meilleurs outils pour aider leurs enfants. Et nos recherches montrent que cela fonctionne très bien. Les soignants savent également faire preuve de créativité. Alors au début, ça va passer par le dessin. En fait, moi j'avais souvent tendance à penser qu'il faut protéger les enfants des informations, leur en dire le moins possible, leur expliquer mais vraiment les grandes lignes et pas forcément rentrer dans des détails de la guerre, de ce qui se passe, de pourquoi, de Gaza. Et en fait, en discutant avec Laurence et avec mon fils, on se rend compte qu'il a un besoin de savoir, un besoin de comprendre qu'est-ce que nos Khayalim font à Gaza, pourquoi on doit être à Gaza, en dessinant le terrain de Gaza, quoi, en fait, voilà, ça le rassure énormément, ça l'apaise, ça le calme. Ici, les enfants devaient concevoir cette peinture en utilisant l'IA. Ils ont demandé à l'IA de réaliser une œuvre cubiste à partir de quelque chose qu'ils aiment. Cette jeune fille aimait ce type d'oiseau. Ensuite, elle a travaillé dessus et l'a coloré comme elle le souhaitait. C'était une très belle idée parce que le cubisme est pensé comme un tout mais fragmenté à l'intérieur, un peu comme eux. C'est une façon pour les enfants de réfléchir à leur propre situation et ainsi se reconstruire. La Startup Nation est également à la pointe de la technologie utilisée à des fins de prévention. Nous pouvons aussi utiliser la réalité virtuelle pour exposer les enfants à ce dont ils ont peur et développer de nouvelles techniques auxquelles nous n'avions pas pensé auparavant. Nous envoyons des messages aux patients pour qu'ils lisent ce qu'ils ressentent. Grâce à ce type d'intervention, nous avons identifié les personnes les plus vulnérables ou les plus à risque. Nous les invitons à venir à la clinique, à répondre à des questionnaires et cherchons l'aide la plus appropriée, car l'intervention précoce est extrêmement importante dans ces cas-là. Et en parallèle, des structures ont aussi développé leurs propres méthodes basées sur les neurosciences. C'est le cas d'EmotionAid. L'organisation forme des professionnels et propose des exercices simples qui permettent de réduire significativement les angoisses et qui peuvent être facilement reproduits chez soi. Alors croisez les bras comme ça. Et vous tapez de manière alternative d'un côté puis de l'autre 25 fois, à votre rythme, d'accord ? Et je suis avec vous. Ce qu'on sait, c'est que quand on a vécu quelque chose de difficile, c'est dans le corps que ça va rester coincé. On va aller chercher ces sensations-là, on va renégocier avec le système nerveux autonome pour aller les digérer vraiment comme le système digestif. C'est d'ailleurs ce qui a aidé le jeune Harel. Il y a les exercices de Laurence qui le calment beaucoup. Elle nous explique comment les utiliser, comment les faire et quand les faire à la maison. Moi, je me vois apprendre à Samora à détecter et savoir quand faire et comment faire ces exercices-là, et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, c'est lui qui me les demande, c'est lui qui vient me voir le soir et qui me dit « Allez, maman, viens, on fait l'exercice, ça va me faire du bien, j'ai besoin ». Un accompagnement nécessaire, en particulier pour les soldats. J'ai servi pendant la guerre et pour faire plutôt court, je me suis retrouvé dans des situations plutôt compliquées, on va dire, surtout vers la fin de mon service, où j'ai vu en fait les gens les plus proches de moi dans mon équipe tomber. Donc ça a été plutôt compliqué, surtout qu'après j'ai dû continuer jusqu'à la fin de mon service, donc un peu vivre avec ça. Et du coup j'ai mis ça un peu de côté. Pour moi je vivais avec ça et c'était normal et j'allais être avec cette douleur comme ça toute ma vie. Je me rendais même pas compte en fait.
Outre le traumatisme de ce qu'ils voient et subissent, les soldats font face à un fort sentiment de culpabilité d'avoir survécu et de revenir sans blessure physique. Un aspect encore renforcé par des périodes de guerre successives qui semblent sans fin. Nous savons que les traumatismes cumulés augmentent le risque de développer des symptômes liés à ces événements. Qu'il s'agisse du 7 octobre, de la première guerre avec l'Iran, puis de la seconde, les gens sont épuisés et ont des difficultés à dormir la nuit. Il y a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'Israéliens ont dû faire face à des situations d'urgence terribles, notamment lors des 2 dernières guerres contre l'Iran. Destruction de leur maison en un instant, voire blessures ou perte de proches. Et avec l'augmentation significative des cas à traiter, Israël doit aussi faire face à un défi de taille, pallier le manque de personnel qui n'est lui-même pas épargné par les traumatismes. Pour autant, la résilience de tous est un véritable atout. Les séances, non, ça a été plutôt rapide. À partir de quelques séances, ça allait déjà vraiment mieux. Même moi, je me rappelle, après quelques séances, être revenu avec le sourire. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas juste souri. Et c'était vraiment un changement de fou pour moi. Je pense d'ailleurs à une jeune patiente que j'ai aidée lors de la deuxième guerre avec l'Iran. Elle avait eu son appartement complètement détruit et elle a eu beaucoup de mal à gérer et elle appréhendait. Donc je lui ai donné les outils, on a fait des séances ensemble et dans l'entre-deux, quand elle a senti qu'il y avait à nouveau un risque de deuxième guerre avec l'Iran, elle appréhendait énormément cette situation et donc on a refait des séances et extraordinairement, cette fois-là, elle a très bien géré. Une évolution qui permet d'envisager l'avenir plus sereinement, malgré une situation sécuritaire encore très incertaine. Déjà, je suis très fière de mon fils. Je le vois à l'école, je le vois avec ses amis, je le vois évoluer avec ces difficultés-là. Et je trouve ça exceptionnel. Un beau message d'espoir qui rappelle que même dans les périodes les plus sombres, la reconstruction est possible. Elle m'a rejoint en plateau, notre journaliste Déborah Benhamou. C'est vous qui signez ce reportage. Bonsoir, alors, racontez-nous comment s'est passé le tournage de ce sujet. Alors Chani, déjà, il faut savoir que c'est évidemment un sujet pas très facile à traiter. Il faut trouver aussi des personnes qui acceptent de répondre parce que c'est finalement un sujet qui concerne toute la population israélienne. On l'a vu depuis le 7 octobre, vous l'avez vu, les chiffres sont très impressionnants. C'est vraiment un sujet qui concerne à la fois les enfants, à la fois les adultes, à la fois les soldats aussi, évidemment. Et donc, ça nécessite évidemment de prendre ce sujet avec délicatesse aussi, de prendre les personnes qui acceptent de répondre avec délicatesse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elles puissent se sentir à l'aise pour parler. Et ça, évidemment, ça fait partie des choses qu'on doit prendre en considération quand on organise un tel tournage. Ce qui était vraiment important pour moi, c'était à la fois de rencontrer des professionnels de santé, des médecins qui traitent à la fois des enfants, à la fois des adultes, et puis de comprendre évidemment avec les patients eux-mêmes comment ils vivent ce traumatisme. Ce qui était intéressant avec les médecins, c'est justement de comprendre l'ampleur de ce phénomène, comment eux-mêmes le gèrent. Ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que les médecins sont confrontés au trauma eux-mêmes. Ils doivent aussi être pris en charge pour certains d'entre eux. Donc ça demande évidemment d'être très patient, si l'on peut dire, à la fois dans ce type de trauma et dans ce type pour traiter ce sujet en général. Alors, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est assez délicat, la santé mentale. D'ailleurs, on en parle beaucoup ici sur cette antenne. C'est quelque chose que vous avez ressenti. Est-ce qu'il y a eu une difficulté à parler aussi bien avec les professionnels qu'avec les patients? On a vu que vous avez interviewé un soldat aussi sur ce sujet de la santé mentale. C'est quelque chose que vous avez ressenti pendant le tournage? Alors, j'ai eu quand même de la chance parce que tout le monde a été extrêmement bienveillant. On sentait que c'était aussi un sujet que tout le monde voulait aborder. C'est un sujet qui concerne finalement toute la population israélienne. D'ailleurs, quand on discute avec, par exemple, l'un des médecins, elle m'a expliqué qu'elle a dû traiter toute une famille, en fait, qui ont par exemple, subi les traumas de la guerre en Iran, qui ont certains d'entre eux perdu leur maison. Et donc, ça concerne à la fois les enfants qui doivent retourner à l'école, peut-être dans des circonstances très compliquées, mais aussi les parents qui doivent continuer à avancer malgré la situation, malgré le traumatisme de leurs enfants, malgré leur propre traumatisme. Donc, ça demande évidemment une résilience qu'on a constatée au sein de cette population. Vous le voyez à la fin du reportage, finalement, il y a quand même beaucoup de positifs dans tout ça. Aussi parce qu'il y a des structures qui ont vraiment compris comment prendre en charge ces problématiques à l'aide des neurosciences notamment. Il y a des exercices que j'ai voulu montrer. J'ai voulu aussi montrer ça parce que je pense que c'est très intéressant pour ceux qui nous regardent si eux-mêmes se retrouvent dans cette situation à un moment ou à un autre pour telle ou telle raison, pas forcément liée à la guerre d'ailleurs. Finalement, il y a des exercices très simples qui fonctionnent et c'était vraiment intéressant de pouvoir l'expérimenter moi-même dans un vrai contexte et de montrer que finalement, c'est pas une fatalité en fait, le post-trauma. Déjà, l'Israël évidemment est très en avance
par le fait qu'il subit évidemment des guerres perpétuelles, que peut-être le trauma revient avec les guerres qui reviennent, mais finalement on constate qu'il y a des possibilités, il y a des solutions, donc c'est important je pense de le constater et de le prendre en compte. Merci beaucoup Déborah pour avoir recueilli déjà ces témoignages de professionnels et de personnes atteintes de syndrome post-traumatique et aussi pour avoir fait la lumière sur ce sujet qu'est la santé mentale. Merci beaucoup. Le magazine de la rédaction, c'est fini pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très bonne soirée sur notre antenne.